Personne n'imaginait qu'une simple soirée de direct puisse devenir le début d'une chute irréversible. Dans les couloirs éclairés par les néons, tout semblait prêt pour l'émission. Les techniciens réglaient les micros, les assistants couraient entre les loges et les sourires de plateau se préparaient déjà. Mais derrière cette apparence ordinaire, une tension ancienne respirait dans l'ombre. Ce soir-là, il ne fallait qu'une phrase, un geste, une seconde de trop pour faire exploser ce que tout le monde refusait de voir. À quelques minutes du direct, les studios semblaient vivre leur agitation habituelle. Les lumières du plateau chauffèrent déjà. Les caméras glissaient sur leurs rails. Les assistants traversèrent les couloirs avec des feuilles à la main. Et chacun répétait les mêmes gestes précis comme avant chaque émission. Rien, en apparence, ne laissait deviner que cette soirée allait devenir un point de rupture. Les maquilleuses terminaient les dernières retouches. Les chroniqueurs relisaient dans leurs notes. Les techniciens vérifiaient les micros. Tout devait être fluide, rapide, parfaitement contrôlé. Pourtant, derrière cette mécanique bien réglée, une inquiétude circulait depuis plusieurs semaines. On parlait moins fort quand Mathieu approchait. On évitait certaines remarques. On surveillait ses humeurs, ses silences, ses retards, comme on surveille un ciel trop lourd avant l'orage. Dans sa loge, lui ne bougeait presque pas. Assis face au miroir, il fixait son reflet avec un regard absent. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table, mais il ne le prenait pas. Chaque vibration semblait ajouter une pression invisible à son visage déjà fermé. De l'autre côté de la porte, le temps avançait. Le direct approchait et l'équipe avait besoin de lui pour les derniers réglages. Un régisseur, connu pour son calme et sa discrétion, fut envoyé jusqu'à sa loge. Il ne venait pas provoquer, ni juger, ni imposer quoi que ce soit. Il venait seulement faire son travail. Il frappa doucement, puis prononça une phrase ordinaire. On avait besoin de lui sur le plateau pour tester son micro. Ces mots auraient sans doute dû disparaître dans le bruit banal des préparatifs. Mais ce soir-là, ils tombèrent sur un homme déjà fissuré par des mois de fatigue, de rancœur et de peur. Un fracas éclata soudain. Le téléphone traversa la pièce et heurta le miroir avec une violence sèche. Dans le couloir, les conversations s'arrêtèrent aussitôt. Une assistante se retourna, une maquilleuse resta immobile, un technicien leva les yeux sans comprendre. Puis la porte s'ouvrit brutalement. Mathieu apparut, le visage dur, presque méconnaissable. Sa colère ne ressemblait plus à une simple irritation de star stressée avant l'antenne. Or, elle semblait venir de plus loin, d'un endroit intérieur, où s'étaient accumulées toutes les humiliations, toutes les angoisses, toutes les blessures mal avalées. Il cria contre le régisseur comme si cet homme représentait soudain tout ce qu'il ne supportait plus. La pression du direct, la peur d'être remplacé, les regards de pitié, les sourires forcés, les conversations interrompues sur son passage. Chaque mot devenait plus blessant que le précédent. Autour d'eux, personne n'osait intervenir. Les équipes comprenaient que la scène dépassait le simple caprice. Elles assistaient à l'effondrement public d'un homme qui avait longtemps appris à sourire sous les projecteurs, mais qui ne parvenait plus à cacher ce qui se brisait en lui. Quand Mathieu fit un pas brusque vers le régisseur, la tension changea de nature. 2 agents de sécurité s'interposèrent immédiatement. « Nishistanito !» Les cris résonnaient encore, mais le couloir semblait déjà glacé, comme si chacun savait que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Alors, au bout du plateau, le producteur apparut. Il ne cria pas. Il ne demanda aucune explication. Son regard suffit à faire taire les derniers murmures. Après quelques secondes, il leva simplement le bras vers la sortie. Ce geste sobre, presque silencieux, mit fin à la scène. À cet instant, tout le monde comprit que Mathieu ne perdait pas seulement une soirée de direct. Il venait peut-être de perdre sa place, son image, et la dernière illusion qui le maintenait encore debout dans ce monde où la lumière adore les vainqueurs, mais abandonne très vite ceux qui vacillent. Bien avant cette nuit de rupture, Mathieu avait connu une autre vie. Une vie où son nom suffisait à ouvrir les portes, où son sourire déclenchait les applaudissements, où sa présence sur un plateau donnait l'impression que l'émission allait forcément devenir plus vive, plus drôle, plus imprévisible. Pendant des années, il avait été l'un de ces visages que le public reconnaît sans réfléchir. Il entrait dans les foyers chaque soir, avec ses phrases rapides, ses regards ironiques, sa façon de répondre avant même que la question soit terminée. Il avait appris à occuper l'espace, à provoquer le rire, à transformer une remarque banale en séquence mémorable. Mais la télévision ne garde jamais longtemps la même fidélité. Elle aime ceux qui brillent, puis elle cherche déjà ceux qui brilleront demain. Peu à peu, autour de lui, les visages avaient changé. Des chroniqueurs plus jeunes arrivaient, plus connectés, plus disponibles, plus faciles à façonner selon les besoins du moment. Au début, Mathieu avait fait semblant de ne pas voir. Il riait plus fort, parlait plus vite, multipliait les traits d'esprit. Il voulait prouver qu'il avait encore sa place. Pourtant, derrière chaque sourire, une inquiétude grandissait.
Il sentait que l'on ne le regardait plus tout à fait comme avant. Les invitations devenaient moins nombreuses. Les producteurs répondaient avec plus de prudence. Certains appels n'étaient plus retournés. Dans ce métier, personne ne vous annonce clairement que vous déclinez. On vous oublie seulement un peu plus chaque semaine, avec politesse, avec silence, avec des excuses vagues. Pour un homme qui avait vécu sous les projecteurs, cette disparition lente était plus douloureuse qu'une critique brutale. Une insulte peut se combattre. Le silence, lui, ne laisse aucune prise. Oh, il vous enferme dans une question terrible. Est-ce que le public se souvient encore de vous ou seulement de celui que vous étiez autrefois ? Devant le miroir de sa loge, Mathieu ne voyait plus seulement son visage. Il voyait les années, la fatigue, les erreurs, les soirées trop longues, les occasions manquées. Il voyait aussi cette peur qu'il refusait d'avouer, devenir une ancienne figure de télévision que l'on cite avec nostalgie, mais que l'on n'appelle plus. C'est là que son orgueil s'était durci. Il ne voulait pas être plaint. Il ne voulait pas être considéré comme un homme qu'on invite par habitude ou par compassion. Il voulait redevenir nécessaire, redevenir attendu, redevenir dangereux même, si cela pouvait encore prouver qu'il existait. Cette obsession l'avait peu à peu isolé. Chaque nouveau visage lui semblait être une menace. Chaque compliment adressé à un autre sonnait comme une condamnation silencieuse. Même les gestes bienveillants finissaient par le blesser, parce qu'il y entendait la preuve de sa fragilité. Alors, quand la tension montait, ce n'était jamais seulement à cause d'une phrase ou d'un retard. C'était tout un passé qui revenait. Un passé de lumière, d'applaudissements, de puissance, opposé à un présent où il devait encore convaincre qu'il méritait sa chaise. Mathieu n'était pas encore tombé, mais il vivait déjà comme un homme au bord du vide. Et plus il cherchait à retenir son image, plus cette image lui échappait. Dans le miroir, il ne reconnaissait plus vraiment la star qu'il avait été. Il voyait surtout un homme terrifié par l'idée que la télévision puisse continuer sans lui. À l'écran, tout semblait simple. Mathieu et le producteur formaient de ce duo que les téléspectateurs croyaient connaître. L'un lançait une provocation, l'autre répondait avec une ironie rapide. Les rires montaient autour de la table, les caméras capturaient les regards complices et le public voyait dans cette mécanique une amitié presque naturelle. On parlait souvent de bande, de fidélité, de famille. Ce mot revenait partout, comme une promesse rassurante. Une famille de plateau, une famille de chroniqueurs, une famille offerte chaque soir aux spectateurs. Mais dans les coulisses, ce mot avait un poids différent. Il servait parfois à cacher les rapports de force, les dépendances, les blessures que personne ne voulait nommer. Car une émission n'est jamais seulement un lieu de rire. C'est aussi une entreprise, une hiérarchie, un espace où certains décident et où d'autres espèrent rester visibles. Le producteur contrôlait le rythme, les séquences, les retours à l'antenne. Mathieu, lui, devait continuer à exister dans ce cadre, même lorsque ce cadre devenait étroit. Pendant longtemps, il avait accepté d'être celui que l'on taquinait plus durement que les autres. Les blagues sur son caractère, ses excès, ses fragilités faisaient partie du spectacle. Il répondait, souriait, riait parfois avec plus d'énergie encore, comme pour prouver que rien ne l'atteignait. Mais une humiliation répétée, même déguisée en humour, finit toujours par laisser une trace. Au début, elle amuse. Ensuite, elle fatigue. Puis elle ronge. Mathieu savait que ces moments faisaient monter l'audience. Mais il sentait aussi qu'une partie de son image lui échappait. Il n'était plus seulement un homme drôle. Il devenait un personnage que l'on pouvait bousculer sans conséquence. Lorsque sa vie professionnelle s'était fragilisée, le retour proposé par le producteur avait été présenté comme un geste généreux. Devant le public, c'était une main tendue, une preuve de loyauté. Une façon de dire que personne ne devait être abandonné au moment de sa chute. Mais pour Mathieu, cette aide avait une autre face. Être sauvé devant tout le monde, c'était aussi être exposé dans sa faiblesse. Chaque parole bienveillante ressemblait à un rappel. Chaque sourire de soutien lui disait qu'il n'était plus revenu par puissance, mais par faveur. Peu à peu, la gratitude s'était mélangée à la honte. Il voulait remercier, mais il détestait devoir remercier. Il voulait revenir, mais il refusait d'être vu comme un homme récupéré par compassion. Plus le producteur apparaissait comme son protecteur, plus Mathieu se sentait prisonnier d'une dette invisible. C'est ainsi que la complicité publique s'est transformée en malaise intime. Les mêmes plaisanteries qui faisaient rire autrefois devenaient suspectes. Les mêmes gestes d'amitié semblaient calculés. Les mêmes mots de soutien avaient donc le goût amer de la domination. Dans cette fausse famille, chacun avait un rôle à tenir. Le public devait croire à la chaleur du groupe. Les chroniqueurs devaient sourire. Le producteur devait incarner la loyauté. Et Mathieu devait accepter d'être à la fois l'ancien ami, l'homme fragile et le miraculé que l'on remet en lumière. Mais au fond de lui,
une révolte grandissait. Il ne voulait plus être le symbole d'une bonté offerte par un autre. Il ne voulait plus devoir son existence médiatique à celui qui pouvait, d'un simple geste, lui rendre une place ou la lui retirer. Alors, derrière les rires de plateau, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas encore une guerre ouverte. C'était plus dangereux, une blessure silencieuse, nourrie par l'orgueil, la dépendance et le sentiment d'avoir été aimé seulement tant qu'il restait utile au spectacle. C'est dans cette faille que l'idée d'un départ a pris forme. Mathieu ne voulait plus attendre qu'on lui donne une place. Il voulait la créer lui-même, loin de cette gratitude obligatoire qui l'étouffait chaque fois qu'il revenait devant les caméras. Au départ, son projet n'avait rien d'un complot. Il parlait de formats numériques, d'entretiens plus longs, d'une parole moins soumise au direct. Il se voyait reprendre le contrôle de son image, non plus comme un ancien visage sauvé, mais comme un homme capable d'inventer sa suite. Les premières rencontres eurent lieu discrètement. Un salon d'hôtel, une table au fond d'un restaurant, quelques appels tard le soir. En face de lui, des responsables de plateforme voyaient encore un nom connu, capable d'attirer un public nostalgique. Pour eux, il représentait une opportunité. Pour lui, une survie. Chaque rendez-vous lui rendait confiance. On l'écoutait. On lui demandait son avis, on parlait de budget et de lancement. Ok. Ces mots simples réveillaient une sensation ancienne, celle d'être désiré, attendu, nécessaire. Mais préparer l'avenir s'est vite transformé en imprudence. Mathieu savait qu'un projet ne pouvait pas vivre seulement avec une idée et un visage. Il lui fallait des techniciens solides, des assistants capables de suivre le rythme. Alors il a commencé à parler à certains membres de l'équipe. Il ne voyait pas cela comme une trahison. Dans son esprit, il ouvrait une porte, une aventure plus moderne et plus indépendante. Pourtant, dans le monde fermé de la télévision, ce genre de conversation ne reste jamais secret. Un message montré à la mauvaise personne, une phrase rapportée dans un bureau, et les rumeurs ont circulé. On disait que Mathieu préparait quelque chose. On disait surtout qu'il jouait double jeu. Lorsque le producteur apprit ces murmures, il ne fit pas de scène. Son silence fut plus inquiétant qu'une colère ouverte. À l'antenne, il continuait de sourire comme si rien n'avait changé. Mais ses proches savaient reconnaître ce calme froid qui précède les décisions définitives. Pour Mathieu, ce silence devint une menace. Il comprit que quelque chose avait filtré, sans savoir par qui. Chaque regard lui sembla chargé de soupçons. Plus il voulait se libérer, plus il se sentait encerclé. Le projet qui devait le sauver l'isolait davantage. Il avait voulu bâtir une sortie honorable, mais il venait d'ouvrir une guerre invisible. Derrière les sourires du plateau, deux récits s'affrontaient. Pour lui, une renaissance. Pour les autres, une trahison. À partir de ce moment, les studios changèrent de température. Rien n'était officiellement déclaré, aucune rupture n'avait été annoncée, aucune confrontation directe n'avait encore eu lieu. Pourtant, chacun sentait que l'air était devenu plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient une vérité trop dangereuse pour être prononcée. À l'antenne, le spectacle continuait. Mathieu souriait, lançait encore quelques phrases ironiques, répondait aux plaisanteries avec l'expérience de celui qui connaît parfaitement les codes du direct. Le producteur, lui, gardait le même ton, la même énergie, la même apparence de maîtrise. Pour le public, tout semblait presque intact. Mais dès que les caméras s'éteignaient, le décor se fissurait. Les regards devenaient plus courts. Les échanges se réduisaient à des mots pratiques. On ne restait plus ensemble après l'émission. Chacun rejoignait sa loge, son bureau ou son téléphone. Comme si la moindre conversation pouvait devenir une preuve contre quelqu'un. Mathieu remarquait tout. Une porte qui se fermait trop vite. Deux assistants qui baissèrent la voix. Un technicien qui évitait son regard. Peut-être n'y avait-il parfois rien derrière ses gestes. Mais dans son esprit déjà tendu, chaque détail prenait la forme d'un avertissement. Il avait voulu préparer sa liberté, et il se découvrait entouré de soupçons. Plus personne ne lui parlait avec la simplicité d'avant. Même les phrases banales lui semblaient codées. Un retard dans une réponse devenait une humiliation. Un silence dans un couloir devenait une accusation. De leur côté, les équipes ne savaient plus comment se comporter avec lui. Certains éprouvaient encore de la compassion. Ils voyaient un homme fatigué, nerveux, prisonnier d'une période difficile. D'autres, au contraire, commençaient à redouter sa présence. Ils avaient tombé peur d'une remarque trop sèche, d'une colère soudaine, d'un éclat impossible à contrôler avant le direct. Le plus troublant était le silence du producteur. Il ne criait pas, ne réglait pas ses comptes publiquement, ne coupait pas brutalement le lien. Il observait. Ce calme donnait à la situation une violence particulière. Mathieu aurait presque préféré une dispute franche, parce qu'au moins une dispute donne un adversaire visible. Au lieu de cela, il devait affronter une guerre sans déclaration. Une guerre de couloirs, de regards, de messages transmis, de décisions retardées. Sur le plateau, les rires continuaient à remplir l'espace. En coulisses, il sonnait faux. Peu à peu, Mathieu se mit à réagir comme un homme encerclé.
Il parlait plus durement, corrigeait les autres avec impatience. Supportait mal qu'on lui donne une consigne. Chaque intervention technique lui rappelait qu'il n'était pas seul maître de son image. Chaque demande de la production lui semblait être une manière de le remettre à sa place. Cette tension usait tout le monde. Les assistants arrivèrent plus nerveux les soirs où il était présent. Les techniciens échangèrent des regards prudents avant de s'approcher de lui. Même les chroniqueurs, pourtant habitués aux égos difficiles, sentaient que quelque chose dépassait le simple caractère. Le paradoxe était cruel. Plus Mathieu voulait prouver qu'il restait puissant, plus il paraissait fragile. Plus il cherchait à reprendre le contrôle, plus il perdait la confiance de ceux qui l'entouraient. La guerre froide ne faisait pas de bruit, mais elle creusait chaque jour un peu plus le fossé entre lui et le reste du plateau. Ainsi, l'émission avançait comme un navire brillant, dont la coque se fendait sous la surface. Les téléspectateurs voyaient encore les lumières, les sourires, les débats. Ils ignoraient que derrière chaque séquence se cachait désormais une question muette. À quel moment tout allait-il exploser ? Au fil des semaines, Mathieu ne semblait plus seulement inquiet. Il donnait l'impression de se retirer lentement du monde qui l'entourait. Dans les studios, ceux qu'il avait connus bavards, vifs, parfois excessifs mais encore accessibles, découvraient un homme fermé, presque absent, comme s'il marchait déjà loin des autres. Il arrivait souvent au dernier moment, parfois sans saluer. Il traversait les couloirs, le regard bas, rejoignait sa loge et refermait la porte derrière lui. Les assistants hésitaient avant de frapper. Les maquilleuses parlaient plus doucement. Chacun cherchait les mots les moins risqués, la formule la plus neutre, le ton qui ne provoquerait rien. Cette prudence, au lieu de l'apaiser, renforçait sa méfiance. Mathieu sentait qu'on le traitait différemment. Il devinait les précautions, les silences, les regards évités. Dans son esprit, tout cela confirmait l'idée qu'on l'écartait déjà, qu'on préparait peut-être sa disparition sans avoir le courage de la lui annoncer. Un jour, face à un journaliste, il lâcha une phrase qui glaça les coulisses. Il expliqua que sur un plateau, les relations n'étaient que professionnelles, que l'amitié véritable n'existait pas dans ce milieu. Pour le public, ce fut une déclaration dure. Pour l'équipe, ce fut une blessure, car l'émission reposait justement sur l'image d'un groupe soudé. Derrière cette phrase, pourtant, il y avait moins de cynisme que de désespoir. Mathieu rejetait les autres avant d'être rejeté par eux. Il refusait de croire encore à la loyauté, parce qu'y croire aurait rendu la trahison plus douloureuse. Alors il préférait tout réduire à un contrat, à un décor, à une comédie collective. Sur le plateau, cette tension commença à se voir. Dans certains débats, son humour devenait plus coupant. Il interrompait, corrigeait, ironisait avec une sécheresse qui mettait les autres mal à l'aise. Les chroniqueurs répondaient moins. Le public riait parfois par réflexe, sans toujours comprendre que quelque chose avait changé dans la nature même de ses interventions. Après les émissions, les conversations étaient plus sombres. On parlait d'un malaise, d'une fatigue, d'un homme qui ne maîtrisait plus sa colère. Quelques membres de la production tentaient encore de défendre Mathieu, rappelant son parcours, sa fragilité, les mois difficiles qu'il venait de traverser. Mais même eux reconnaissaient que la situation devenait instable. Ce que beaucoup prenaient pour de l'arrogance était aussi une peur mal déguisée, la peur de vieillir, de perdre sa chaise, de voir d'autres occuper la lumière qu'il avait longtemps cru acquise. Dans un univers où l'on remplace vite les visages fatigués, cette peur peut devenir une prison. Mathieu voulait reprendre le contrôle de tout. Son image, ses séquences, ses mots, la manière dont les autres parlaient de lui. Mais plus il contrôlait, plus il paraissait perdre pied. Chaque effort pour imposer sa place produisait l'effet inverse. Les équipes reculaient, la confiance disparaissait. Ainsi se formait le cercle le plus dangereux. Il se sentait seul, donc il devenait dur. Il devenait dur, donc les autres s'éloignaient. Leur distance confirmait sa solitude. Personne ne savait comment briser ce mécanisme avant qu'il ne soit trop tard. Dans les couloirs, une phrase circulait désormais à voix basse. Cela allait mal finir. On ne la disait pas par cruauté, mais par inquiétude. Car tout le monde sentait que Mathieu avançait vers une limite invisible et que le soir où quelqu'un toucherait cette limite sans le savoir, l'explosion serait impossible à retenir. Ce soir-là, tout revint au point de départ. Les couloirs vibraient sous la pression du direct. Les voix se croisaient, les oreillettes grésillaient, et chaque membre de l'équipe avançait avec cette urgence particulière des dernières 20 minutes. Il ne restait presque plus de temps pour hésiter. Sur le plateau, les chroniqueurs prenaient leur place. Les caméras étaient prêtes, les lumières fixaient déjà la table, et les techniciens vérifiaient une dernière fois les micros. Il manquait seulement Mathieu. Dans sa loge, il restait immobile, comme coupé du mouvement général. Le régisseur envoyé vers lui n'avait aucune intention de le brusquer. Il connaissait la tension des directs et savait parler avec mesure. Il frappa à la porte, attendit une seconde, puis rappela simplement que le plateau avait besoin de lui pour les derniers essais. La phrase était banale. Pourtant,
Elle sembla atteindre Mathieu comme une provocation. Dans son esprit épuisé, cette demande n'était plus une consigne technique. Elle devenait un ordre, une pression, une preuve supplémentaire qu'on ne le respectait plus comme avant. Le bruit éclata aussitôt. Son téléphone fut projeté contre le miroir et le choc coupa net les conversations du couloir. Pendant un instant, personne ne bougea. On entendit seulement le silence lourd qui suit les gestes irréparables. La porte s'ouvrit avec violence. Mathieu apparut, le visage tendu, la respiration courte, les yeux chargés d'une colère que personne ne savait calmer. Il se mit à crier contre le régisseur, non comme contre un collègue, mais comme contre un symbole de tout ce qui l'étouffait. Les mots devinrent durs, puis méprisants. Il lui reprocha sa fonction, sa place, son absence de pouvoir. Dans ce couloir où tant de gens travaillaient chaque jour sans apparaître à l'écran, cette humiliation eut un effet terrible. Oh, elle blessa plus que la colère elle-même. Le régisseur tenta de rester calme. Il rappela seulement que l'antenne approchait, que tout le monde devait rejoindre le plateau. Mais cette retenue sembla aggraver la rage de Mathieu. Plus l'autre parlait doucement, plus il paraissait perdre le contrôle. Autour d'eux, les assistants restaient figés. Certains baissaient en haut les yeux, d'autres cherchaient du regard une solution. Personne ne voulait transformer la scène en scandale plus grand encore. Mais chacun comprenait déjà que la limite venait d'être franchie. Lorsque Mathieu avança brusquement vers le régisseur, la peur changea de visage. Ce n'était plus seulement une dispute. Le corps parlait à la place des mots. 2 agents de sécurité surgirent et se placèrent entre les 2 hommes, mettant fin à la menace avant qu'elle ne devienne physique. Les cris continuèrent encore quelques secondes, puis s'éteignirent d'un coup. Ah ! Au bout du couloir, le producteur venait d'apparaître. Il ne montrait ni surprise ni colère visible. Son calme rendait la scène encore plus froide. Il regarda Mathieu, puis le régisseur, puis l'équipe silencieuse. Il n'eut pas besoin de longs discours. Son bras se leva lentement vers la sortie. Ce geste disait tout ce que les mots auraient rendu plus brutal encore. Mathieu comprit alors que la soirée était perdue. Peut-être même plus que la soirée. En 3 minutes, il avait transformé des mois de tension en rupture définitive. Le direct pouvait continuer sans lui, et c'était sans doute cela le plus cruel. La machine télévisuelle venait de prouver qu'elle pouvait avancer pendant qu'un homme s'effondrait dans le couloir. Le lendemain, l'affaire ne resta plus dans les couloirs. Elle circula d'abord par murmures, puis par messages, puis par récits déformés. Très vite, chacun voulut savoir ce qui s'était réellement passé avant le direct. Qui avait crié, qui avait vu, qui avait décidé que le retour était impossible. Dans les studios, pourtant, l'émotion dominante n'était pas seulement la colère. Il y avait aussi un étrange soulagement. Certains n'osaient pas le dire trop fort, mais l'absence de Mathieu avait rendu l'air moins lourd. Les équipes travaillaient encore sous le choc, mais sans cette peur permanente d'un éclat soudain. Pour les techniciens, la scène avait laissé une marque profonde. Ils acceptèrent depuis toujours de rester dans l'ombre, de courir pendant que d'autres brillaient, de réparer les urgences sans recevoir les applaudissements. Mais être humiliés par celui qui profitait de leur travail avait franchi une limite que beaucoup jugeaient impardonnable. La direction comprit alors que l'affaire dépassait le cas d'un animateur fatigué. Il fallait protéger l'équipe, préserver le plateau, empêcher que la machine entière se bloque. Car une émission ne tient pas seulement grâce aux visages connus, elle tient grâce à ceux que le public ne voit jamais. Le producteur reprit la parole avec prudence. Il ne transforma pas la scène en spectacle, mais il rappela une idée simple. Une équipe doit respecter ceux qui travaillent derrière les caméras. Cette phrase changea le sens de l'histoire. Mathieu n'était plus seulement un homme en crise. Il devenait le symbole d'un mépris que le public supporte rarement. Alors l'opinion bascula. Certains rappelèrent son parcours, ses blessures, ses années de fidélité à l'antenne. D'autres répondirent qu'aucune souffrance ne donne le droit d'écraser plus fragile que soi. Entre compassion et condamnation, son image se fragmenta en quelques heures. Mais la chute de Mathieu posait une question plus vaste. Était-il seul responsable de sa destruction ? Oui, parce qu'il avait choisi ses mots, ses gestes, sa violence. Mais il était aussi le produit d'un univers qui use les visages, transforme les faiblesses en contenu, puis s'étonne quand ceux qui l'exposent finissent par se briser. La télévision parle souvent de famille. Elle montre des rires, des embrassades, des fidélités affichées. Pourtant, derrière cette chaleur, il y a des contrats, des audiences, des rivalités, des places que l'on va défendre. Quand la lumière baisse sur quelqu'un, la tendresse devient vite silencieuse. Mathieu avait voulu rester debout dans un monde qui ne pardonne pas la fragilité. Il avait voulu prouver qu'il existait encore. Mais sa peur l'avait poussé à détruire les derniers liens qui le retenaient. Sa chute fut donc à la fois personnelle et collective. Au fond, cette histoire ne raconte pas seulement la fin d'une carrière. Elle révèle ce qui se cache derrière les sourires de plateau, la solitude des anciennes gloires, la violence des hiérarchies, et cette vérité brutale que la télévision préfère oublier.
Sous les projecteurs, on peut être aimé par des millions de gens et se retrouver un soir absolument seul devant la sortie. Mais